L'investissement boursier est parfois stressant et c'est souvent nos émotions qui vont nous jouer des tours. On reçoit donc aujourd'hui le vulgarisateur boursier Michel Villa pour nous donner quelques trucs afin de les gérer. Bienvenue à Garde le change. Sam Nadeau en forme? En top shape, toi? Ben oui, pareillement. Michel Villa, merci d'être là. Ça fait plaisir, les gars. Là, aujourd'hui, on parle d'émotion. Oui. On va essayer d'être zen en le faisant. Est-ce que c'est possible, Michel, d'entrée de jeu, là, c'est une question très large ou très, très vague. Est-ce que c'est possible de contrôler nos émotions? Très bonne question. Ça, c'est un mythe. On ne contrôle pas les émotions, on les gère. OK. Pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est une réaction physiologique. Quand j'arrive pour négocier à la bourse puis je deviens nerveux, qu'est-ce qui arrive? J'ai les mains moites, j'ai le cœur qui part en vrille, j'ai la gorge nouée, je suis vraiment tendu. Ça, c'est la signature des émotions. Je ne peux pas prévoir à quel moment que ces émotions-là vont apparaître. Par contre, je peux les gérer. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises émotions. Une émotion, c'est neutre en soi. C'est une source d'information. Si je sens que j'ai une tension qui monte en moi, mon corps me lance quelque chose et je dois m'attaquer à gérer cet état émotionnel. Puis les gars, vous êtes en mesure d'en parler là, parce que vous êtes des investisseurs. Toi, Michel, je sais que tu as une carrière là-dedans. Tu as vécu une panoplie d'émotions. Toi aussi, Sam, ça fait déjà 10-12 ans. Est-ce qu'à un moment donné, on est capable de tolérer ces émotions-là, ce stress-là qui semble constant? Mais je vais dire quelque chose qui est peut-être contre des fois la vertu de ce qu'on entend par rapport à ça, mais être dans sa zone de confort, moi, ça me sert beaucoup. On dit souvent qu'il faut sortir de la zone de confort, mais moi, dans ce cas-ci, je veux rester où est-ce que je suis confortable parce que comment je me sens dans la journée, comment se déroule la journée en bourse, même si je fais pas du day trading à tous les jours, je veux rester bien puis je veux pas que mon esprit soit focus ailleurs. Pour moi, ça vaut beaucoup plus cher d'être focus dans mon day-to-day que d'avoir l'esprit qui est ailleurs. OK. Ton côté, Michel? Faut tolérer quand même l'inconfort. Ce que je comprends de Samuel, c'est qu'il est dans sa zone de confort parce qu'il y a une préparation, il y a une routine, il y a un plan d'action, il y a un état d'esprit, mais il doit quand même être capable de vivre avec l'inconfort. Tu achètes une action à 10 $, elle monte à 20, t'es à 20. C'est quoi ton premier réflexe que tu as? J'ai-tu fait un bon coup? Ouais. Puis là, tu vois, l'action baisse à 15, yeah! Puis là, elle repart à 22. J'aurais dû attendre un petit peu. On n'est jamais vraiment confortable. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où l'information est incomplète. Parce que derrière chaque transaction, tu as un acheteur-vendeur, donc tu ne sais jamais à quel moment une action va arrêter de monter ou reculer. Puis tu ne le sauras jamais parce que la bourse est toujours ouverte. Elle va être ouverte demain, elle va l'être dans 5 ou 10 ans, donc ça ne se termine jamais. Puis tu ne le sauras jamais d'avance. Il faut tolérer l'inconfort. Je pense qu'il faut aussi connaître le niveau d'inconfort avec lequel on est confortable. Je suis d'accord avec ce que tu dis, il faut être un peu dans l'inconfort, mais il y a un inconfort qui peut te rendre malade, littéralement. L'as-tu vécu? Malade, non. Non, mais pas malade. Mais tu sais qu'on me parle puis j'entends pas ce qu'on me dit, là, parce que je pense juste à mon stock, que j'ai une position ouverte puis que là, je me dis, OK, est-ce qu'il va planter? Tu sais, j'ai fait ça puis je peux dire que c'est un style de vie que j'aime vraiment pas. Là, j'ai acheté du Rivian en début de semaine. Puis, là, j'étais à plus 43 %. Fait que, c'est peut-être le côté un peu euphorisant. Par contre, ça représente 2-3 % de mon portefeuille en termes d'argent. Fait que c'est pas énorme. Fait que, si Rivian fait, on va dire, un crash puis descend à moins 50 %, ça va plus être un inconfort, une roche dans le soulier pendant un avant-midi. Là, je vais m'en remettre, mais ça sera pas mon focus principal de ma journée. Par contre, ça m'est déjà arrivé avec Tesla que ça représentait 40 % de mon portefeuille. Il y avait un gros hype autour du stock pendant un certain moment, puis j'en ai acheté pas mal. Pour 40 % de ton portefeuille? 40 % de mon portefeuille. Je savais très bien qu'il fallait pas faire ça. Je savais que c'était une très mauvaise idée. Par contre, on peut dire le upswing potentiel était tellement élevé que je me disais, hey, tabarnouche, je rentre là-dedans. Mais tu sais, 100 % de ma journée était focusée là-dessus. On me parlait, puis j'entendais rien. Ma blonde me parlait, puis j'acquiesçais, OK, mais je comprenais rien de ce qu'elle me disait. Ça draine de l'énergie. Ah, c'est épouvantable. Si tu l'as derrière la tête, puis si tu penses juste à ça, tu checkes ton téléphone aux 3 secondes, puis puis là, à un moment donné, tu vois là, que ça... Tu vois le pattern, là, puis ça brise le pattern, puis là, ça s'en va en descendant, puis là, tu as le goût d'aller tout vendre. Fait que là, non, c'est un handicap, là.
C'est un excellent point. Ce qui est important, il faut être confortable avec le fait d'être inconfortable. Ouais. Puis pour être confortable, il faut que tu gardes des positions qui ont une taille quand même minime au sein de ton portefeuille. Ouais. Quand tu commences à donner de l'attention puis de l'amour, tu es dans le trouble parce que c'est comme ta vie en dépend. Et là, tu as du stress qui s'ajoute, puis ça, c'est vraiment désagréable. Je sympathise beaucoup avec toi. Ça peut être quoi nos réponses face au stress lorsqu'on est dans des situations comme ça? Bien, la première, c'est le combat. La deuxième, c'est la fuite. Puis le troisième, c'est l'immobilisme. OK. Par exemple, si on se fait attaquer par un ours, c'est quoi la meilleure stratégie? Est-ce que vous le savez? C'est pas monter d'un arbre, ça, je le sais. Je suis même pas certain. Moi, je pense qu'il faut avoir l'air gros. Faut Il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit. Ben, il y en a qui vont dire qu'il faut se battre. Ouais, c'est ça. C'est la mode réponse, combattre. Puis c'est vraiment le premier réflexe qu'on a. Les autres, ils vont dire, moi, je vais fuir, je vais partir à la course. Mais l'ours, c'est quand même assez rapide. Hein? Le troisième, c'est l'immobilisme. C'est de ne rien faire. Selon Parc Canada, l'attaque d'un ours dure en moyenne 2 minutes. La meilleure stratégie, c'est de faire le mort en se couchant à plat ventre. Je serais pas capable. OK. Là, Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire après coup Ouais. que dans les faits. Mais à la bourse, c'est sensiblement la même affaire. Donc, la manière qu'on réagit, ça va dépendre. Donc, combattre, ça serait ce qu'on appelle le revenge trading. En bon français, c'est vouloir se refaire. J'ai perdu de l'argent sur une transaction. Monsieur Marché, vous me le devez. Je vais prendre une position vraiment importante pour me refaire. Au niveau de la fuite, c'est moi, je ne regarde pas là, la performance de cette action-là. C'était une transaction, mais là, c'est rendu un investissement, puis je le garde à long terme. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. Ah Et non, le troisième, c'est vraiment l'immobilisme. Là. Un peu l'image comme un chevreuil là, sur l'autoroute là, qui est aveuglé là, par les phares. Tu es comme gelé. Puis là, tu ne sais pas trop quoi faire. Évidemment, l'objectif, c'est vraiment bien juger de quel genre de réponse qu'on est en train de faire. Puis vraiment, c'est de faire une réponse qui est meilleure pour ton intérêt Fait personnel. qu'il n'y a pas nécessairement une réponse parfaite. Si Non. Je comprends bien. Mais il faut vraiment que ça soit toujours dans ton propre intérêt. L'important, c'est de reconnaître que tu es dans cet état-là. Puis deuxièmement, c'est de créer un espace pour prendre la bonne action. C'est pour ça qu'on dit qu'à la bourse, oui, gérer les émotions, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est gérer nos actions. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Là, je le sens que j'ai le goût de me refaire. OK, là, je reconnais l'émotion monter en moi. Crée un espace. Respire par le nez. Lève-toi. Va prendre un verre d'eau. Fais-toi 2-3 redressements assis. Va prendre une marche. Crée une distance par rapport à tes écrans. Et quand tu reviens, là, tu as vraiment une perspective qui est beaucoup plus fraîche, mais tu as créé un espace pour prendre une bonne action. Je me trompe-tu ou, tu sais, des fois, on se fait un plan, soit intra-journalier, si jamais, tu sais, on fait du day trading, ou sinon, si on est à plus long terme, se faire un plan à long terme, d'essayer de suivre le plan et pas essayer de toujours battre le plan. Tu sais, des fois, on entend en séance, c'est quoi, intra-séance, dans le fond? Oui. C'est quoi le terme français de day trading, donc? C'est intra-séance. C'est, bon, on dit du trading intra-séance, là. Ouais. Mais, tu sais, quand tu vois que tu perds des positions, puis c'est une journée que tu fais pas d'argent, ben, tu sais, dire que dans ton plan, ben, OK, si je perds 4 transactions, 5 transactions, ben, j'arrête. Absolument. J'arrête, c'est marqué sur ma feuille, j'arrête. OK. Au lieu de faire l'acharnement puis perdre davantage. Fait que, tu sais, s'en remettre à une promesse que tu t'es faite sur papier ou bien quelque chose du genre qui fait que tu crées le détachement, comme Michel dit, puis tu stick to the plan, comme on dit en anglais. J'adore ça parce que la différence entre un amateur et un professionnel, c'est la gestion du risque. L'amateur, quand tu y parles, lui, il pense juste au rendement qu'il va faire. Mais oui. Le professionnel, lui, se dit à quel endroit que je peux perdre, quel élément que je dois garder l'information pour se sortir de ma position. Ça part de la gestion du risque. Donc, un bon truc, c'est la visualisation négative. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est quoi mes scénarios que je dois prévoir d'avance? Et si ça se produit, quelle va être ma réaction? Ça, c'est vraiment important. OK, très cool. C'est quoi les techniques qui existent pour comme tout contrer ça, là? Ben, C'est pour gérer ses émotions, puis il y a sûrement des techniques que tu as entendu parler, Michel. Il y en a ça? plein. Tu parles contre les situations, mettons, anxiogènes, contre les situations où tu te Ouais, c'est ça. Il y a sûrement quelqu'un qui a inventé une technique qui est la technique à suivre pour améliorer nos chances. Là. Il y en a une qui s'appelle RAIN. Alors, R-A-I-N, c'est vraiment tiré de l'anglais. Donc, le R, ça serait de reconnaître. OK. Je reconnais que j'ai une émotion qui monte en moi. On est vraiment dans le connais-toi toi-même. OK? Le A, c'est de l'accepter. Je ne suis pas en train de la supprimer, mon émotion négative. Là. Je l'accepte parce que je l'ai reconnue, puis laisse-toi manifester.
T'es où dans mon corps? Puis comment là, que tu veux me lancer un message? Le I, c'est que tu vas investiguer. Tu vas être curieux et tu vas dire pourquoi tu es là, toi? C'est quoi le message ou l'intention positive que tu veux me donner? Ouais, hein, je vais perdre de l'argent. Ouais, je vais avoir l'air d'un cave auprès de mes amis. Ouais, je vais lâcher ma job pour faire la négociation active. Mais ça, c'est une intention positive. Et là, tu termines en non-identification. Tu n'es pas tes pensées ni tes émotions, tu agis comme observateur. Je répète, je reconnais que j'ai une émotion qui monte en moi. Je l'accepte et je la vis pleinement. Je suis curieux. C'est quoi le message que tu me lances? Et là, je me détache de ça en étant observateur et juste en faisant cette approche-là, on est beaucoup plus relax. Rain, R-A-I-N. I-N. Michel, Oui. quand tu parles comme ça, tu as l'air d'un coach de vie, j'adore ça. J'en ai une autre technique aussi. Vas-y. Évidemment, on parle beaucoup de performance et de gestion des émotions, mais ce qui est important aussi, c'est gérer notre énergie. Ouais. Alors, c'est le fameux HALT. Encore une fois, tiré de l'anglais, H pour hungry, faim. A pour angry, colère. L pour lonely, seul. Et T pour tired, pour la fatigue. Quand tu es dans un contexte où tu as faim, tu es en colère, tu te sens seul ou tu es fatigué, c'est pas vraiment un moment propice pour négocier activement. Tu es plus prompt à faire des erreurs liées à ton jugement, puis évidemment, tomber sur les proies de tes émotions négatives. OK. Tu sais, ce que j'entends là, ça fait tout du sens. Tu sais, ça m'a l'air relativement facile à suivre, mais le combat mental de suivre ça, c'est la vraie game, je pense, qu'elle se passe là. Parce que ça m'est déjà arrivé là, des situations où, je me rappelle, j'étais dans la position de DOC, là, DOC, c'est un stock en bourse de télémédecine. Puis je voulais on va dire, l'acheter en intra-séance, là, le gambler dans la même journée. Puis j'avais faim, j'avais la tête ailleurs, j'avais une grosse position d'ouverte. Puis tu sais, j'avais rien de mon bord pour que ça marche. Okay. Puis tu sais, je l'ai laissé aller, puis j'ai fermé ma position, puis j'ai perdu de l'argent. Mais quand je l'ai commencé, je savais que ça se terminerait là, mais je l'ai étiré. T'avais de l'espoir, mais tu l'as dit. J'avais l'espoir. Mais tu sais, c'est le combat mental de dire est-ce que je respecte Ouais. ce que j'ai dit que je ferais ou est-ce que je respecte ce que mon corps me dit. C'est là que ça se joue, selon moi. Là. Absolument, parce qu'il ne faut pas que tu sois pris en otage de ces émotions-là, parce que tu deviens un peu endormi ou anesthésié par ce genre de situation-là. Deux petits trucs fort intéressants, parce que c'est important dans ce genre de situation-là de le ventiler quand tu vis quelque chose d'un peu plus difficile. Je vous ai amené ici une petite toilette en plastique miniature. Donc, c'est Jenny Finch, une joueuse de softball, qui mentionnait qu'au sein de son équipe, quand il y avait une fille qui faisait une erreur sur le terrain, quand il rentrait à l'abri des joueurs, il flushait l'erreur qu'il avait faite pour passer à un autre appel. Parce que ce qui arrive, c'est que l'enjeu, tu peux être contaminé par une mauvaise erreur. Tu sais, tu fais une erreur, puis là, après ça, la prochaine transaction, tu es plus nerveux ou tu prends plus de risques, etc. J'ai fait une erreur de négociation, ça m'a tourné, flush. C'est passé, on laisse ça derrière C'est passé, moi. et juste le fait de le ventiler et de faire l'action de flusher, ça t'aide beaucoup. L'autre, je ne sais pas si vous connaissez Martin McGuire. Oui. Celui qui décrit les parties de hockey. Lui, c'est incroyable. Là. Comment il fait pour décrire avec autant d'enthousiasme et d'exactitude ce qui se passe? Et ce gars-là, il est vraiment dans le moment présent. Il n'est pas en train de penser qu'est-ce qu'il va faire après ou durant le week-end. Il est concentré à décrire la partie. Un petit truc que tu aurais pu faire, Samuel, dans une situation où tu es vraiment inconfortable avec ta transaction sur le doc, c'est de décrire à haute voix, un peu comme Martin McGuire, qu'est-ce qui se passe. J'ai faim, je suis fatigué, je suis stressé. Je devrais pas faire ça. Ouais. Mais c'est niaiseux, mais moi, j'ouvre une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu aurais dû faire à ce moment-là? Est-ce que tu le vois maintenant, ce que tu aurais dû faire? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Ça m'est arrivé plusieurs fois, là. Mais j'ai toujours espoir de. Moi, je pense que c'est dans ma personnalité. Je crois toujours que je peux battre les odds, là, tu sais. Je peux être meilleur, tu sais. Fait que je fais un petit peu d'acharnement, puis je le sais, puis c'est souvent ça qui fait que ça mène à une mauvaise affaire. Puis je pense que ce que je devrais faire, c'est de me dire, OK, je garde le plan, mais je me donne une gratification pour sortir de la game. Faudrait quasiment que faudrait que je pine un 100$ sur le mur. Puis quand je dis que, OK, je suis pas dans un bon état d'esprit pour faire ça, je le sens pas, j'ai faim, je ferme ma position, je dépine le 100$. Okay. Ou sinon, si je fais de l'acharnement, je prends le 100$ et je vais le donner une œuvre de charité, tu sais. Ah, j'adore. Souvent, on rémunère par rapport à la performance de la bourse, mais là, ici, on veut rémunérer le processus. C'est comme un chien. Tu
tu récompenses les... ce qu'il a fait de bien. J'attends de voir ce que tu vas dire. Non, c'est de récompenser ce qu'il a fait de bien. Ouais. Puis dans le fond, pas le battre quand il fait de quoi de pas correct. Mais tu sais, dans mon cas, je me dis, garde, je mets 100 $ sur le mur. Mais tu sais, mon 100 $, ça reste que ça provient de moi. Fait que tu sais, je veux pas le perdre. Même si je le donne à un œuvre de charité, je fais du bien, mais ça reste que c'est 100 $. Je veux pas le perdre. Mais on va dire, je le cache, je le prends, puis je le mets dans mes poches si je me retire. C'est un bon truc. Là, Hey, je sais pas si ça marche, là, mais j'ai peut-être inventé une révolution. Peut-être qu'un jour, tu vas me citer dans un de tes articles, Michel. Pour revenir au bol de toilette, là, oui. C'est une drôle de lien, mais c'est bien beau de dire on flush, on laisse nos erreurs derrière nous, mais faut quand même pas tomber dans le cercle de... Je me souviens plus des erreurs que j'ai faites non plus. Absolument. C'est important de tirer des leçons de tout ça. Mais c'est de comprendre que ce n'est pas une transaction qui va faire ta carrière. C'est une succession de transactions. Comme disait Samuel, c'est plus important de miser sur la bonne chose à faire, le processus, que sur le résultat. Et malheureusement, on porte notre attention sur le résultat. Puis je fais toujours l'exercice suivant. Pense, Samuel, aux meilleures décisions d'investissement que tu as jamais faites dans ta carrière. Prends quelques secondes pour y penser. Je le sais tout de suite. C'est quoi? L'éducation. J'ai payé pour la formation. OK. C'était les meilleurs moves que j'ai faits. À la bourse. Ouais. Pense à la meilleure transaction que tu as jamais faite. Il prend une grande respiration. OK. Après ça, je te pose une autre question. Vas-y donc. Pense à la pire transaction que tu as jamais faite. OK. Dans le cas de la meilleure transaction, est-ce que tu as fait de l'argent, oui ou non? Et dans le cas de ta pire transaction, est-ce que tu as fait de l'argent, oui ou non? Et là, je te gage 50 $ pour que ta meilleure transaction, c'est une transaction que tu as fait de l'argent. Puis ta pire transaction, c'est une transaction que tu as perdu de l'argent. Puis c'est le réflexe normal de la vie. Oui. Mm-hmm. Ça, c'est je suis d'accord avec toi, oui. C'est le biais de résultat. Absolument. Mais je suis d'accord avec toi que ça aurait pu être totalement l'inverse aussi. Absolument. Tu peux avoir fait la meilleure décision, ça peut être rentable, ou tu peux avoir fait la pire décision puis d'avoir fait de l'argent. Rapidement, c'était quoi ton meilleur coup puis ton pire coup? Ben écoute, mon meilleur coup, je crois que ça l'a été avec Microsoft. OK. Microsoft, je suis rentré dans un moment où il avait descendu beaucoup. Puis en l'espace de quelques mois, là, j'avais dépassé le 100%. Hey. Ouais, mais tu sais, c'est pas le 100% comme le volume d'argent que j'avais dans ce stock-là. C'est là que j'ai fait, à mon avis, le meilleur coup monétaire, pas en termes de pourcentage. Puis mon pire coup, je crois que ça l'a été dans le deuxième creux à la bourse durant la COVID l'année passée. Il y a eu un creux, puis après ça, quelques mois plus tard, il y en a eu un deuxième. Là. Ouais. Puis dans le deuxième, j'ai vendu au mauvais moment. Je pensais encore que je pouvais battre le marché. J'ai vendu au mauvais moment, puis j'ai racheté quand ça avait trop augmenté. Fait que si j'avais pas fait ça, ben j'aurais été à au moins plus 15% de plus cette année sur l'ensemble de mon portfolio. J'ai vendu ton stock. J'ai vendu 80% de mon portfolio dans ce deuxième creux-là, parce que je pensais encore battre le marché. Fait que là, ça m'a reculé de 15% dans l'année. Comment tu as réagi suite à ça? Ben, je suis en tabarnache parce que, tu sais, il y a clairement eu un excès de confiance là-dedans. Oui. Puis, mais tu sais, quand ça arrive, je me dis toujours, écoute, les meilleurs au monde vont te dire de rester investi. Tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau là, qu'on dit ça, mais je pensais battre le marché, excès de confiance, puis ça m'a reculé. Puis, tu sais, aujourd'hui, je ferais-tu la même affaire? Peut-être que oui encore, même si je le sais. Fait que c'est fort, là, on va dire ce biais-là. Là. C'est extrêmement fort. Puis cette émotion-là de dire que t'es meilleur, c'est tough. C'est tough. Puis je trouve que c'est comment je pourrais dire? C'est facile de dire à quelqu'un, tu vois un de tes amis, puis il te parle, ah non, c'est sûr, fais pas ça, voyons donc, reste investi, tu sais. Mais pour soi-même, il faudrait quasiment que quelqu'un d'autre, faudrait un petit Michel Villa sur mon épaule qui me dit, hey, Sam, fais pas ça. Tu disais, faut se mettre à... faut se mettre à la troisième personne. Oui, absolument, parce que sinon, l'excès de confiance vient tout déchirer, comme on dit en bon français. J'ai une question pour toi, David. Oui, vas-y. Sur une échelle de beauté de 0 à 10, 0 étant aucunement attrayant et 10, wow, quel beau garçon, quelle note que tu te donnes? Je vais me donner un 6. Un 6? Ouais. Ah, t'es dur avec toi-même? Je t'aurais donné un 6,5. Ouais, c'est quand même, mais tu sais, c'est quand même un résultat conforme aux attentes, hein, parce que dans une population, ça atteint une moyenne de 5 et des résultats variant entre 3 et 7. Mais de façon générale, on a tendance à s'attribuer une note entre 6 et 8 pour deux raisons. Parce que dans notre société, on valorise le dépassement de soi, le succès et l'excellence.
Puis ça fait on déteste se retrouver dans la moyenne. Dire à quelqu'un que tu es moyen, là, c'est poche. Puis deuxièmement, ben, on se dit, moi, là, j'ai un petit quelque chose. Ouais, moi, je suis différent des autres. Ouais. Donc, l'excès de confiance, le problème qu'on a, c'est qu'on s'en rend compte après coup que tu as un excès de confiance. Mais c'est quoi les critères qui te font dire que tu as un excès de confiance? Le premier, quand c'est en lien avec ta personnalité. Moi, je suis quelqu'un de travaillant, brillant, je vais connaître du succès à la bourse. Quand l'analyse de la performance est subjective, tu fais 10 de rendement à la bourse, c'est-tu bon? Ça dépend. Si l'indice de référence t'en donne 15, tu as sous-performé de 5 Et si tu as pris beaucoup de risques, 10 c'est pas bon. Et quand les tâches sont faciles et que tu as beaucoup d'expérience, tu as tendance à avoir un excès de confiance. L'expérience, c'est quoi? C'est que j'écoute des balados-diffusion, je lis des livres, je fais des formations en ligne. Là, tu as l'expérience qui monte en toi, puis tu dis, je vais avoir confiance. Puis à la bourse, tu as 2 étapes, acheter et vendre. Alors, quand c'est en lien avec ta personnalité, quand la performance, tu l'analyses, puis c'est subjectif, là, le résultat, puis quand c'est des tâches faciles de l'expérience, on a tendance à prêcher par excès de confiance. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont jamais réussir, exemple, à s'améliorer dans le milieu boursier ou de l'investissement parce que tout ce que tu dis depuis tantôt, ils vont pas le faire? Oui, absolument. Peut-être que je l'ai déjà mentionné, là, mais si tu prends une population de 100 personnes, tu as 10 des gens, tu leur dis une chose une fois, puis ils comprennent. Tu en as 10 des gens, tu as beau leur répéter, ils vont toujours répéter les mêmes erreurs. Puis pour la balance des 80 c'est là que tu peux frapper en modifiant leur comportement. Alors, pour répondre à ta question, je te dirais qu'une personne sur 10, là, c'est plus difficile. OK. Sinon, si on refait un récapitulatif là, pour être sûr que les gens à la maison ne refassent pas les mêmes erreurs que certains, on regarde, pour gérer nos émotions, il faut savoir un peu tolérer l'inconfort psychologique, bien sûr. Oui. Il y a plusieurs techniques comme la technique HALT, en anglais, Hungry, Angry, Lonely, Tired. La méthode RAIN, qui est... Peux-tu la répéter, s'il te plaît, celle-là? Reconnaître que j'ai une émotion, je l'accepte, j'investis, puis je ne m'identifie pas à elle. Fait que c'est dans l'acceptation. Oui. Le test du stoïque, c'est quoi? Ah, le test du stoïque. On l'a oublié, je pense, puis il était sur ma liste. Oui, le stoïcisme, c'est une approche là, en philosophie là, qui dit que tu dois te concentrer sur des éléments pour lesquels tu exerces un contrôle versus les éléments que tu n'exerces pas un contrôle, tu oublies ça. Quand tu as une montée d'émotions négatives qui arrive, toi, tu as comme 5 secondes pour ne pas tomber dans le piège de cette émotion-là. Puis pendant ces 5 secondes-là, tu te dis « Ah! C'est un test des dieux de la bourse! Ils veulent savoir si je vais réagir négativement, si je vais prendre beaucoup de risques. » Et là, c'est un jeu par rapport à toi-même. Et un peu comme tu disais tantôt avec ton 100 piné sur le mur, c'est un défi que tu te donnes. Alors, le test du stoïque, là, c'est vraiment le 5 secondes où tu te dis « Ah! » Il essaye là, de voir si je suis capable de bien composer avec cette situation-là. C'est un truc vraiment le fun pour vraiment reprendre le contrôle sur mes émotions. Mais ça, je pense que ça va. Faut que tu aies un état d'esprit qui soit quand même évolué. Il faut que tu aies évolué, faut que tu aies fait du chemin parce que je ne crois pas que quelqu'un qui entend ça va mettre ça en pratique dès le premier jour. Je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Je suis désolé. On dirait que depuis tantôt, je t'entends parler, puis la meilleure façon d'avoir du succès, c'est, on dirait, d'être pas le plus zen possible, mais d'être en paix avec ses émotions. Bien, c'est de comprendre que c'est pas juste une situation de tête, mais de cœur et de corps. Puis c'est pas juste des chiffres non plus. Absolument. C'est ça. Bien, parfait. Merci beaucoup, Michel Villard. Ça fait plaisir. Merci à vous, les gars. Vulgarisateur boursier, ça a été un plaisir. Sam Nadeau, toi aussi également à la maison. Ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Garde le change. On se dit à la prochaine pour un autre podcast. Ciao!